Habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale ambapo unaendelea kutusikiliza na kututizama, na karibu tena kwenye taarifa zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 15 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukuletea habari muhimu za uhakika kutoka Kivu Kusini, Kaskazini, Ituri, Kinshasa pamoja na maeneo mbalimbali ya ukanda wa maziwa makuu. Katika habari tulizokuandalia mchana wa leo, nitakujuza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siasa, maendeleo ya kibinadamu pamoja na taarifa mbalimbali zinaendelea kujiri ndani na nje ya nchi. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kupitia Kivu News Info. Basi karibu uendelee kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Habari kamili. Katika eneo la Kateku lilopo katika kijiji cha Eramia ndani ya groupement ya Ikobo wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, hali ya huzuni na taharuki imeendelea kutawala baada ya kuuawa kwa mkuu mpya wa kijiji hicho ambaye alikuwa amewekwa na madarakani na waasi wa M23 siku mbili tu kabla ya tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani na kuripotiwa na vyanzo vyetu vya eneo hilo, kiongozi wao aliuawa siku ya Jumatano tarehe 13 Mei nyumbani kwake mbele ya familia yake. Endelea kwa watu wenye silaha wanaotambulika kama wazalendo walivamia makazi yake na kushambulia kwa risasi nyingi kabla ya kutoka kusikojulikana mara baada tu ya kutekeleza tukio hilo. Mashahidi waliokuwepo eneo la tukio wanasema milio ya risasi ilisikika kwa muda mfupi katika kijiji hicho, jambo lililozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi walikuwa tayari wanaishi katika mazingira yasitofahamu kutokana na hali ya usalama endelea kuzorota katika sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini. Mpaka sasa sababu kamili ya mauaji bado haijafahamika rasmi, na hata hivyo baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na wakazi wa eneo hilo wanaamini kuwa tukio hilo linaweza kuhusishwa na migogoro ya madaraka na mvutano endelea kati ya makundi yenye silaha katika groupment ya Ikobo. Marehemu alikuwa amepewa jukumu hilo na la kuongoza kijiji hicho kufuatia kuingia kwa waasi wa M23 katika eneo hilo ambako wamekuwa wakiteua viongozi wapya katika baadhi ya vijiji na maeneo makubwa wanayoyadhibiti. Siku sasa inaonekana kuongeza hofu kuhusu usalama wa viongozi wanaoweka katika maeneo yaliyo chini na ushawishi wa uasi wa M23. Mwili wa marehemu ulizikwa siku ya Alhamisi katika mazingira ya huzuni kubwa, huku wananchi wa Kateku wakikusanyika kwa majonzi makubwa wakieleza masikitiko yao kufuatia tukio hilo ambalo wengi walilitaja kuwa pigo jipya kwa jamii yao. Hii ndio mara ya kwanza kuripotiwa tukio la aina hiyo tangu groupement ya Ikobo ingie chini ya udhibiti wa waasi wa M23, na wakazi wa eneo hilo sasa wanaendelea kuishi kwa hofu huku wakitaka kurejeshwa kwa amani ya usalama ili kuzuia matukio mengine ya umwangaji damu dhidi ya raia na viongozi wa kijamii. Mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yanaendelea kusababisha madhara makubwa kwa binadamu katika ukanda wa Kivu, huku hali ya kisiasa na diplomasia kati ya Kinshasa na Kigali ikiendelea kuwa tete. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, mzozo sasa umetajwa kuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu katika kipindi cha miaka hivi karibuni barani Afrika. Maelfu ya wananchi wamekimbia makazi yao huku wengine wakikosa huduma muhimu za kibinadamu kutokana na mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini vile na Ituri. Wakati juhudi za amani kupitia mchakato wa Luanda na ule wa Nairobi zikionekana kukwama bila suluhisho la kudumu, mvutano wa kidiplomasia kati ya serikali ya Kongo na Rwanda unaendelea kuongezeka.
Serikali ya Kinshasa imekuwa ikishutumu Kigali kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiendelea kuyakanusha. Katika mazingira hayo sitofahamu, hatua mpya kutoka Marekani imeanza kuvutia hisia za jumuiya ya kimataifa. Wabunge nchini humo wamependekeza sheria mpya inayojulikana kama Step DRC Act, ambayo inalenga kuweka vikwazo maalum dhidi ya watu binafsi au taasisi zinazotumiwa kuzuia juhudi za kidiplomasia na kumaliza mgogoro mashariki mwa Kongo. Pendekezo hilo limeelezwa kuwa sehemu ya shinikizo la kimataifa kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro ili kuruhusu njia mazungumzo na kurejesha utulivu katika eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na vita kwa muda mrefu. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa ishara hiyo itapitishwa rasmi inaweza kuwa na athari kubwa kwa baadhi ya viongozi wa jeshi, kisiasa au makundi yenye silaha watakaobainika kuwa vikwazo vya juhudi za amani katika ukanda wa maziwa makuu. Shirika la mpango wa chakula duniani PAM limeahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano na mamlaka za Kivu Kusini ili kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wananchi walioko katika mazingira magumu zaidi, hasa wale walioathiriwa na migogoro na ukosefu wa chakula katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imetolewa mjini Uvira na mwakilishi na mkurugenzi wa PAM nchini DRC, David Davidson, wakati wa ziara yake katika mkoa wa Kivu Kusini. Katika ujumbe wake amesema kuwa PAM itaendelea kuimarisha utaratibu wa utawala bora katika utoaji wa misaada ili kuhakikisha wananchi wanapatikana katika hali ngumu wanapata msaada unaolingana na mahitaji yao halisi. Wakati wa ziara yake hiyo mjini Uvira, mwakilishi wa PAM alikutana na makamu gavana ambaye pia ni gavana wa muda wa Kivu Kusini, Jean-Jacques Lakano. Mazungumzo hayo yalilenga kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na PAM kwa ajili ya kusaidia wananchi walioathirika zaidi na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao walijadili namna ya kuendeleza mipango mbalimbali ya misaada itakayotelekezwa sasa, ikiwemo msaada wa chakula mashuleni pamoja na msaada wa dharura kwa familia zilizoathiriwa na migogoro, pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazoikumba jamii za wenyeji. PAM ameeleza kuwa itaendelea kupambana na tatizo la ukosefu wa chakula na lishe duni kupitia ushirikiano na mamlaka pamoja na jamii za eneo husika ili kujaribu kujibu mahitaji haraka na kuimarisha uwezo wa wananchi kujitegemea katika siku zijazo. Shirika hilo limesisitiza kuwa pamoja na changamoto za kiusalama na ugumu wa kufikia baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na vita, litaendelea kuweka uwepo wake katika maeneo hayo ili kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaendelea kutolewa kwa wananchi wanaohitaji zaidi. Hatua imepokelewa kwa matumaini na baadhi ya wakazi wa Kivu Kusini ambao wanaendelea kukabiliwa na changamoto za kibinadamu kutokana na migogoro mara kwa mara katika ukanda huo wa mashariki mwa Kongo. Basi kwa habari zaidi na za kina tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Radio Kapi, na hii ni Kivu News FM. Kila siku sisi tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika taarifa hii ya mchana, na tukutane tena jioni kwa habari zingine zaidi kutoka hapa Kivu News FM. Basi baki salama, endelea kufuatilia matangazo yetu kutoka kwa wenzetu wa Radio Okapi. Au sommaire de ce journal, M23 et l'armée rwandaise accusés d'avoir commis des crimes de guerre lors de la prise et de l'occupation d'Ouvira entre décembre 2025 et janvier 2026. C'est ce qui ressort d'un rapport de Human Rights Watch publié hier mercredi. Les explications du directeur général de Trans-Academia devant les députés nationaux jugées insuffisantes. Après une deuxième édition sur sa gestion, le député André Mouchongo Machara a accordé 48 heures aux responsables de cette entreprise publique de transport estudiantin pour démissionner. L'invité de ce journal est le point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité dans le Kasaï oriental. Maître Martin Ndaya parle du plaidoyer auprès du gouverneur de province pour une participation accrue et effective des femmes dans les instances décisionnelles et les processus de paix. Alain Goy et Dieudonné Nangassa assurent la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, le groupe armé M23 et les forces rwandaises de défense ont commis de nombreuses violations graves du droit international humanitaire, dont beaucoup constituent des crimes de guerre lors de leur prise et occupation de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. C'est entre les 10 décembre 2025 et les 17 janvier 2026. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch publié hier mercredi.
C'est seulement quelques jours après la signature de l'accord de paix négocié par les États-Unis entre les Rwandais et la RDC. Cet accord qui aurait été un catalyseur du retrait soudain de ces forces un mois plus tard, précise le communiqué. Plus de détails avec vous, Alain Irung. Les conclusions de Human Rights Watch s'appuient sur les premières recherches menées sur le terrain à Uvira depuis le départ du M23. Human Rights Watch a mené des entretiens en personne et à distance avec plus de 120 survivants et témoins d'abus, proches des victimes et sources diverses à propos des meurtres illégaux, des exécutions sommaires, des viols et autres violences sexuelles, des enlèvements et du recrutement forcé des civils pendant l'occupation. Dans plusieurs incidents sur lesquels Human Rights Watch a enquêté, des combattants du M23 et des soldats rwandais ont procédé à des exécutions sommaires lors des fouilles de maison en maison ou après avoir enlevé des personnes à leur domicile. Bon nombre de personnes enlevées sont toujours portées disparues. Des témoins ont relaté que les M23 et les forces rwandaises ont ouvert le feu sur des groupes de civils qui s'enfuyaient vers le Burundi voisin ou vers les collines surplombant la ville. Selon le rapport, à moins qu'il n'y ait une comptabilisation exhaustive des crimes commis et des actions concrètes de la part des autorités congolaises et rwandaises, avec un soutien international, les abus qui ont eu lieu à Uvira sont susceptibles de se reproduire ailleurs, laissant les civils dans l'est de la RDC exposés à de nouveaux préjudices graves. Et pendant ce temps, en Ituri, la MONUSCO renforce les mécanismes communautaires de protection des civils dans les territoires de Mambasa et de Djougou face à l'activisme des groupes armés. Des dizaines de leaders communautaires et chefs coutumiers ont clôturé hier mercredi une formation notamment à Mambasa Centre, Jina et Rissassi dans les territoires de Djougou. Les participants ont notamment déploré la faible collaboration entre les membres des comités locaux de protection et la population, une situation qui profite aux groupes armés. Ils ont pris un nouvel engagement en vue de restaurer une paix durable dans ces entités. Des détails avec Isaac Remoyopi. Dans les territoires de Mambasa où les ADF sont très actifs depuis le mois de mars dernier, 40 leaders locaux ont suivi pendant 2 jours une formation à la gestion, vérification et au partage rapide des alertes pour la protection des civils. Il a également été question du rôle et des responsabilités des comités locaux de protection. L'objectif de cette démarche initiée par la MONUSCO et l'inspection provinciale de la territoriale est de permettre une intervention rapide des forces de sécurité afin de déjouer les menaces des groupes armés, en particulier celle des ADF. Dans les territoires de Djougou cette fois, plus précisément dans les localités de Jina et Rissassi, des leaders d'opinion dont 9 femmes ont également été formés au mécanisme communautaire de protection. À cette occasion, ils ont actualisé le plan local de protection en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans la zone. Tous les participants des 2 entités ont salué cette initiative de la mission onusienne. Ils se sont engagés à s'impliquer activement dans les mécanismes de protection pour renforcer leur propre sécurité. Signalons que les dernières attaques des groupes armés ont fait des dizaines de morts dans les territoires de Djougou et plus de 130 autres victimes dans celui de Mambasa. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Et par ailleurs, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, les activités ont tourné au ralenti ce jeudi matin. À l'initiative des mouvements citoyens et groupes de pression, l'appel à une journée sans activité a été plutôt bien suivi. C'est pour dénoncer la montée de la criminalité urbaine ainsi que les attaques des ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Aucun incident n'a été signalé au cours de cette matinée. Les forces de l'ordre ont été déployées dans plusieurs points stratégiques de la ville pour prévenir tout débordement. Pour le détail, Marc Marofimbo. Boutiques et maisons de commerce fermées, activités socio-économiques paralysées. La ville de Beni a tourné au ralenti ce jeudi matin à l'appel des jeunes, des mouvements citoyens et des groupes de pression. Cette journée visait à dénoncer la recrudescence de la criminalité urbaine et des attaques des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Selon les manifestants, au moins 8 meurtres ont été enregistrés en moins d'1 mois dans la ville de Beni, impliquant des hommes armés, parmi lesquels des militaires déjà aux arrêts. Ils pointent du doigt, je cite, l'inefficacité des forces de sécurité face à la progression des ADF qui a contraint plusieurs habitants à fuir leur village. Ces jeunes exigent ainsi des opérations militaires contre les ADF, mais aussi des audiences foraines pour juger les présumés criminels. Ils dénoncent également les tracasseries aux barrières de Mukulia, Mavivi, Païda et Passissi et demandent leur suppression. Malgré la tension, aucun incident n'a été signalé. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient déployées en grand nombre à travers la ville pour prévenir tout débordement. La circulation est toutefois restée timide à plusieurs endroits de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
La gestion de Trans Academia, de nouveau sous les feux des critiques à l'Assemblée nationale. Auditionné hier mercredi devant les députés nationaux, le directeur général de cette entreprise publique des transports estudiantins, Georges Ongelo, n'a pas pu convaincre la représentation nationale sur les accusations liées notamment aux arriérés des salaires, aux difficultés de fonctionnement de la société et aux plaintes des usagers. Déjà entendu vendredi dernier, les DG de Trans Academia avaient sollicité un délai de 48 heures pour préparer ses réponses. Mais face à des explications jugées insuffisantes, le député national André Mouchongo Machara, auteur de la question orale avec débat, a décidé de transformer son initiative en interpellation et a accordé 48 heures aux responsables de l'entreprise pour démissionner. Grâce à Mzati Massanji et notre permanent au Parlement. L'Assemblée nationale a consacré une large partie de sa séance plénière de ce mercredi à l'examen de la gestion des Trans Academia, entreprise publique mise en place pour faciliter le transport des étudiants. Au centre des préoccupations soulevées par les députés, les arriérés des salaires des agents, les difficultés de fonctionnement de l'entreprise, l'insuffisance des bus dans plusieurs provinces, le manque de ponctualité dans les dessertes urbaines, ainsi que les nombreuses plaintes des usagers. Pour justifier cette situation, Georges Ongelo a évoqué principalement des difficultés financières et plusieurs contraintes internes auxquelles l'entreprise fait face. Le directeur général a tenté d'expliquer que les problèmes enregistrés ne relèvent pas d'une mauvaise gestion, mais d'un manque de ressources pour assurer le bon fonctionnement de la société. Des explications qui n'ont toutefois pas convaincu l'auteur de la démarche parlementaire. L'élu de Chikapa a alors décidé de transformer sa question orale avec débat en interpellation, une procédure parlementaire plus contraignante prévue par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a pour sa part rappelé la nécessité du respect strict des procédures parlementaires avant d'inviter le député auteur de la démarche à déposer formellement son interpellation auprès du bureau de la Chambre basse. Autre volet de l'actualité dans la province du Maniema, le coordonnateur provincial de l'École nationale de cadastre déplore le faible taux de participation des apprenants dans ce secteur. Cette préoccupation a été présentée au public hier mercredi à l'occasion de la célébration de la journée nationale des géomètres. Jacques Selemani Moké a indiqué que depuis la création de l'école en 2013, 8 promotions ont été organisées, mais seulement 42 géomètres ont été formés. Cette année, l'établissement ne compte que 17 apprenants. Il a lancé un appel aux parents afin d'inscrire leurs enfants à l'École nationale de cadastre, soulignant que cette formation est essentielle pour le développement de la province du Maniema et pour leur avenir. Florence Kizalunga, reportage. La province du Maniema étant confrontée à de nombreux conflits fonciers, Selemani Moké a insisté sur l'importance de disposer des géomètres qualifiés. Actuellement, nous sommes 8e promotion, mais nous avons seulement 42 géomètres que nous avons déjà délégués, que nous avons lancés dans l'ensemble de la province de Maniema. Au moment, nous comptons 8 circonscriptions foncières. À Robout, il n'y a pas de géomètres. À Karim, il n'y a pas de géomètres. Pugna, partout là-bas. Alors, nous avons encore besoin de géomètres. C'est dit que je lance mon appel à tous les parents. Représentant l'autorité provinciale lors de la cérémonie, le directeur du cabinet du gouverneur, Amisi Mutumoko, a invité les responsables de l'école à intensifier les actions de sensibilisation. Nous encourageons l'École nationale du cadastre à faire beaucoup de vulgarisation au sein de la ville pour que les gens connaissent son existence et les options, disons les finalités et même les débouchés. Les jeunes peuvent accéder grâce à cette formation. Effectivement, elle est nécessaire. La géométrie assistée par ordinateur va nous aider à réduire beaucoup de conflits. Signalons que cette école existe au Maniema depuis 2013. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Donneur aux jeunes du Kasaï central les compétences nécessaires afin qu'ils deviennent créateurs d'emplois. Tel est l'objectif principal de la formation en entrepreneuriat organisée par le Conseil provincial de la jeunesse qui a débuté hier mercredi. Plus de 400 participants prennent part à ces assises organisées sous le thème entrepreneuriat pratique de l'idée à la création d'entreprises. Le point avec vous, André Katendengala Mouloumé. Près de 470 jeunes prennent part à cette formation en entrepreneuriat. Face au chômage qui touche de nombreux jeunes en RDC, les participants affirment vouloir se tourner vers l'entrepreneuriat afin de créer leurs propres activités génératrices de revenus. La formation va m'aider, vu aussi que notre pays, il n'y a pas des emplois. Je dois connaître comment créer des emplois pour ne pas surtout aller chercher des emplois ailleurs. On n'a pas beaucoup de travail ici chez nous au Kasaï central. On peut aussi inventer
réinventer le travail de nous-mêmes. Le président du Conseil provincial de la jeunesse, Emmanuel Kabangou, explique que cette initiative vise à renforcer les capacités de jeunes en matière d'entrepreneuriat afin de favoriser leur autonomisation. L'objectif de la formation, c'est de préparer les jeunes du Kasaï central à ne pas attendre le matricule, mais d'aller affronter le monde des opportunités. Cette formation se poursuivra jusqu'au mardi 19 mai prochain. Kananga, André Katendingala Mouloumé, Radio Kapi. Et puis le lac Tanganyika sera fermé aux activités de pêche pendant la période allant du 15 mai au 15 août. Cette décision a été prise par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Tanganyika. Cela conformément aux prescrits de la charte régionale des États membres de l'autorité du lac Tanganyika. L'objectif de cette mesure, qui ne fait pas l'unanimité, notamment chez les pêcheurs, est de permettre la reproduction des poissons. Les explications avec Paul Mounanga. La fermeture du lac Tanganyika pour une période de 3 mois inquiète les pêcheurs et les détenteurs des unités de pêche. Et ils indiquent que cette décision nécessite des mesures d'accompagnement. Dans les cas contraires, il y aura des conséquences du fait que la pêche est l'activité principale de la population du Tanganyika, préviennent les pêcheurs. Un délégué des pêcheurs s'exprime. Si l'État décide de fermer le lac Tanganyika, toute cette population va vivre comment? À Kalemi, il y a crainte qu'il y ait la famine et la recrudescence du banditisme. Pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Tanganyika, la charte régionale des États membres de l'autorité du lac ne prévoit aucune mesure d'accompagnement en cas de la fermeture du lac Tanganyika. Raphaël Mpungwe. La charte telle qu'elle a été définie ne parle à aucun paragraphe, à aucun article des mesures d'accompagnement. Mais il faut savoir que les 4 pays, lorsqu'ils ont signé cette charte, ont été accompagnés par un bailleur de fonds, à l'époque l'Union européenne, qui ont créé un projet qui accompagnait les 4 pays dans l'application de ces mesures. Rappelons qu'il y a quelques années, la mesure de fermer le lac Tanganyika n'avait pas été appliquée. La population et les pêcheurs s'étaient farouchement opposés. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi. La gouvernance de l'exploitation forestière artisanale au Maniema en RDC et la nouvelle publication signée par le professeur Joseph Amour-Inyembo, recteur de l'université bilingue anglicane de Goma, Ubago. L'ouvrage a été présenté au public hier mercredi à Goma, au Nord Kivu, au cours d'une cérémonie scientifique. À travers ce livre, cette universitaire ambitionne de contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en RDC. Les détails dans ce reportage de Bernard Nyangui. Devant un auditoire composé d'universitaires ainsi que d'autorités administratives et religieuses, l'auteur a souligné que son ouvrage se veut un appel à la mobilisation des intelligences congolaises face aux défis majeurs qui fragilisent la gestion des ressources forestières dans le pays. Professeur Joseph Amour-Inyembo. Ici, nous avons interrogé la manière dont les ressources naturelles, particulièrement les ressources forestières, sont exploitées. Et nous avons pris Kailo, territoire, comme un modèle. Nous avons examiné la collaboration entre les acteurs. Chacun travaille dans son coin. Et il n'y a pas de retombées qui améliorent les conditions de vie des gens. Publié le 2 décembre 2025 aux éditions universitaires européennes, cet ouvrage de 296 pages propose des approches innovantes en matière de protection de l'environnement, fait remarquer le professeur Georges Katuranya de l'université de Goma. L'auteur se place dans un paradigme de protection de l'environnement éthique. Oui, on doit conserver, mais c'est ce qu'on doit améliorer les conditions de vie des populations riveraines. La cérémonie de vernissage a été conduite par le recteur de l'Université libre des pays des Grands Lacs et Pégel, en présence de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse catholique de Goma, qui a procédé à la bénédiction de l'ouvrage. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi. Actualité internationale. Au Nigeria, un ex-ministre de l'énergie a été condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent. La justice nigériane a condamné hier mercredi Saleh Maman, l'ancien ministre de l'énergie du pays, à 75 ans de prison pour avoir détourné et blanchi l'équivalent de plus de 21 millions d'euros destinés à des projets hydroélectriques. Au Cameroun, près de 200 sociétés illégales ont été identifiées dans l'extraction artisanale de l'or. Pour la majorité, elles sont étrangères, a indiqué hier mercredi le ministre camerounais des Mines. L'exploitation illégale de l'or dans ce pays cause d'énormes dégâts écologiques et y prive l'État d'importants revenus. L'invité. Il s'agit du point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité dans le Kasaï oriental. Maître Martin Daya,
parle du plaidoyer auprès du gouverneur de la province pour une participation accrue et effective des femmes dans les instances décisionnelles et les processus des pays. Maître Marthe Ndaya s'entretient avec Esther Ndalafina. Bonjour Madame Berthe Ndaya. Bonjour Maman Esther. Pouvez-vous nous présenter brièvement la synergie des femmes pour la paix et la sécurité et sa mission principale? La synergie des femmes pour la paix et la sécurité est un réseau de structures féminines qui vise à renforcer la participation active des femmes dans le processus de paix, médiation, réconciliation, sécurité, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection. En fait, c'est le suivi des 4 piliers de la résolution 1325. Quel est l'objectif principal du plaidoyer que vous avez mené auprès du gouverneur de province? L'objectif de notre plaidoyer était de présenter les plans d'action faits lors du Forum national, terme aussi des plaidoyers aujourd'hui visé à ce que dans notre province, qu'il y ait un renforcement de l'intégration de la femme dans les postes de prise de décision. Pourquoi ce plaidoyer est-il particulièrement important dans le contexte du Kasaï oriental? Dans le contexte du Kasaï oriental, la femme a été longtemps marginalisée, fragilisée dans ses actions. Parmi les postes de prise de décision, nous avons trouvé que les pourcentages étaient très moindres. On parle de 10%. Alors nous avons vu l'autorité pour que, en tant que père de famille, qu'il puisse un peu revoir l'augmentation progressive de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Là, nous avons demandé à l'autorité de revoir jusqu'à même à 50, bien sûr, tel que la résolution 1325 le prévoit, et même aussi les différents tests juridiques nationaux, internationaux, ainsi que régionaux, là que la RDC fait partie prenante. Quels sont les axes prioritaires du plan d'action stratégique que vous avez présenté au gouverneur? Nous avons présenté plusieurs axes, notamment le droit des femmes, la participation des femmes dans les instances de prise de décision, la participation des femmes dans l'instauration de la paix et la sécurité, la lutte contre les violences basées sur le genre. Maître Marthe, qu'attendez-vous concrètement du gouverneur de province? Nous avons demandé à l'autorité de prendre d'abord en compte les besoins des femmes, ce que nous lui avons apporté comme défis ou obstacles que les femmes rencontrent dans notre province. Alors, comme père de famille et aussi garant du pouvoir au niveau de notre province, il a promis qu'il va s'y atteler. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion de remercier l'autorité puisqu'il a encore nommé des femmes dans les ministères au niveau de notre province et aussi une femme au niveau de la régie financière des GERCOR ici en province. Et nous remercions beaucoup l'autorité puisque c'est une première. Comment les femmes et les jeunes femmes ont-elles été impliquées dans l'élaboration de ce plan? D'abord, il y a eu des réunions en ligne avec toutes les représentantes de toutes les 26 provinces de la RDC, dont nous avons fait partie pour le compte de la province du Kasaï oriental. Et ce forum a été organisé, toutes les provinces ont pris part, toutes les mamans ont pris part. Quand il y a une seule maman qui prend part au nom de la province, elle a pris part au nom de toutes les femmes. Et la restitution a été faite, mais aussi la suite des activités. Nous croyons que l'intégration sera facile et rapide. Quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés dans ce plaidoyer? Les grands défis que nous avons rencontrés ou que les femmes rencontrent, c'est la moindre participation des femmes dans les instances des postes de prise de décision, ainsi que des préjugés. Les femmes sont luttées à des violences sexuelles, des violences basées sur les genres, mais aussi des pratiques coutumières jugées inappropriées, surtout pour la femme est-kassaïenne. Quel message, madame, souhaitez-vous adresser aux autorités et à la population? Nous souhaitons que nos autorités puissent intégrer les demandes des mamans, les demandes des femmes, puisque les compétences féminines au niveau du Kasaï oriental ne manquent pas. Il y a des femmes compétentes scientifiquement, des femmes compétentes à tous les niveaux. Et nous attendons des autorités d'intégration de tous les postes de prise de décision. Mais aussi aux femmes, nous leur demandons de ne pas baisser les bras, de persévérer parce que les droits, on les réclame. Maître Marthe Ndaya, merci. Merci beaucoup. Notre invité, le point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité dans le Kasaï oriental. Maître Marthe Ndaya s'entretenait en Bujimaï avec Esther Ndalafina. Ce journal est à présent terminé.
Il a été mis en onde par Alengo et Dieudonné Nyangasa. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.